Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Donald Trump ou Kamala Harris, le compte à rebours a commencé. Le 5 novembre, les Américains devront choisir entre deux visions de l'Amérique, deux visions que tout semble opposer, deux visions également de l'économie, ou plutôt deux trajectoires de l'économie. À moins d'une semaine du scrutin, on fait le bilan de l'économie américaine avec M. Ali El-Harichi. Vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales de Mondiapolis. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Alors, croissance, investissement, consommation intérieure, si on devait faire un petit peu le bilan de l'économie américaine, ou plutôt l'état des lieux, une économie qui se porte bien, l'Amérique qui reste la première puissance économique mondiale, les trois quarts des entreprises les mieux valorisées sont aux États-Unis, mais le défi majeur qui persiste, c'est celui de la dette qui s'élève à près de 100% du PIB, ce qui est un chiffre énorme. Comment les deux candidats prévoient d'alléger cette dette? Tout d'abord, comme vous l'avez dit, l'économie américaine, elle est soutenue, elle a un taux de croissance de 2,8%, c'est-à-dire après l'épisode de la pandémie ou bien de tout ce qui arrive à l'extérieur, les guerres, que ce soit en Ukraine ou que ce soit au Moyen-Orient, l'économie américaine se porte bien. Aussi, il faut dire que l'économie américaine, malgré ce déficit public énorme, effectivement, qui dépasse les 100% et qui est chiffré par certains bureaux d'études très renommés aux États-Unis à presque 1883 milliards de dollars, ce qui est énorme. On parle de taux d'intérêt qui s'élèvent à 2,5 milliards par jour, ce qui est pas négligeable. Un taux d'intérêt qui est élevé, un déficit public qui est élevé, mais est-ce qu'une puissance économique, qui est la première puissance économique dans le monde, qui est les États-Unis, a la possibilité de ce qu'on appelle en termes scientifiques, économiques, la soutenabilité de la dette publique? Est-ce qu'elle a les moyens de se permettre cette dette publique? Parce que il faut le dire, la dette publique, il permet à un État, s'il a les moyens et les instruments de ses ambitions économiques, d'aller de l'avant. Parce qu'elle allège la dette privée et il permet aux investisseurs c'est-à-dire d'avoir des garanties que l'État est présent. Maintenant, la question qui se pose sur les deux programmes, effectivement, que ce soit de M. Donald Trump ou de Mme Kamala Harris, comment ils veulent avoir l'Amérique et comment, peut-être, je ne dirais pas comment régler le déficit public, mais quelle économie ils proposent. Sincèrement, quand on voit les deux propositions, ils sont tous les deux, ils ont des projets expansionnistes, c'est-à-dire économiquement expansionnistes et qui veulent encore investir, mais quelle est la garantie pour que ce déficit public n'augmente pas ou soit réduit? Mais quand on analyse les deux programmes, on peut dire que la dette ou le déficit public va encore augmenter. Mais est-ce que les États-Unis peuvent supporter cela? Si on voit les chiffres, sincèrement, par exemple, pour Monsieur Donald Trump, pour lui, il dit qu'il va augmenter, c'est-à-dire les frais de douane, comme vous l'avez très bien dit, par rapport à la Chine et à d'autres pays, mais surtout c'est la Chine, puisque c'est le premier partenaire commercial des États-Unis et où la balance, l'équilibre, c'est-à-dire elle est en déséquilibre par rapport aux États-Unis, il penche plus vers les Chinois qui exportent plus. Donc, c'est ce qu'il avait fait. Une hausse de 10% pour tout produit en provenance de tout pays, sauf bien évidemment le Canada et le Mexique en raison d'accords de libre-échange, et puis 60% pour la Chine. Et ce sont quand même des projections, en tout cas, qui inquiètent certains analystes américains qui ont peur des conséquences de ce genre de politique. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2018, Monsieur Trump a appliqué cette hausse des tarifs douaniers et de barrières tarifaires sur la Chine. Certes, ce n'était pas 60%, mais il y avait des hausses qui pouvaient arriver selon les produits jusqu'à 30%. Donc, c'est une politique qui a déjà été pratiquée
par M. Trump lors de son ancien mandat. Et bien sûr, la Chine avait riposté autrement sur d'autres, c'est-à-dire sur d'autres domaines pour essayer de protéger son économie et face à cette augmentation de la douane. Augmenter les droits de douane, quel impact sur l'inflation et est-ce que ça peut mener vers une récession? Comment va se porter la santé de l'industrie américaine? Si on augmente le droit à la douane, c'est-à-dire qu'on va réduire l'importation des produits de la Chine. Donc, in fine, c'est l'entrepreneur américain ou l'investisseur américain qui va produire et que la consommation, comme le dit, c'est-à-dire American First, et les produits américains vont être plus consommés que les produits importés. Ça, c'est un gain que peut faire, c'est-à-dire avec cette politique-là, Monsieur Trump, sur d'abord freiner les élans chinois par rapport dans cet échange commercial avec les États-Unis, mais aussi permettre de la production qui créera de l'emploi, qui créera aussi de la consommation, mais de produits américains. Donc, l'impact ne serait pas réellement négatif sur les États-Unis. Mais en ce qui concerne le reste du monde, est-ce que le reste du monde pourrait souffrir d'une politique trop peut-être protectionniste des États-Unis? Aujourd'hui, il faut dire, c'est-à-dire quels sont les produits qui sont exportés vers les États-Unis et par quel pays. La Chine vient en premier lieu. Il y a bien sûr l'accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique qui ne vont pas subir cette hausse de tarifs douaniers. Mais les autres pays, on pense surtout soit aux pays de l'Asie du Sud-Est et surtout l'Union européenne. Alors, quelles seraient les conséquences? Il faut dire si on parcourt les différents au niveau de l'Organisation mondiale de commerce, il y a tellement de différends entre les États-Unis et beaucoup de pays sur certains produits, nous rappelons les hormones de croissance et autres. Il y aura une guerre et il y aura une réponse d'une autre manière, c'est-à-dire des autres pays. La conséquence, à mon sens, c'est qu'un État protectionniste, d'abord, pour les États-Unis, il doit avoir les moyens de produire ce qui n'importe pas, parce qu'il y a les microprocesseurs qui viennent de l'Asie du Sud-Est, et il doit avoir aussi les moyens de ce déficit public, parce que c'est l'État qui va investir, qui va aider les investisseurs. Ceci a été aussi fait par le gouvernement Biden pour encourager dans un pays où l'entreprise est vraiment privée, c'est l'État qui encourageait pour pouvoir répondre à la crise de l'inflation qui est arrivée après la pandémie. Donc, d'une part, mais il faut voir, parce que pour les lecteurs américains, quand tu parles, celui qui croit au protectionnisme, à l'Amérique, comme première puissance mondiale, il voit dans cette politique-là une réponse d'abord symbolique, mais pour lui, c'est une réponse économique. L'Américain moyen va trouver du travail, va trouver c'est-à-dire de l'emploi, il pourra consommer, et il pourra plus ou moins répondre à la cherté de la vie qui existe aujourd'hui au niveau des États-Unis. Parce que même avec 2,8% de croissance, l'inflation a impacté sur les prix des matières, c'est-à-dire les premières matières dont ont besoin les Américains, de la consommation, dans l'alimentaire ou autre. Donc, la cherté de la vie, elle est là malgré cette croissance économique. L'inflation et le pouvoir d'achat qui sont la priorité des électeurs américains aujourd'hui. La première préoccupation, donc, c'est le coût de la vie, la cherté de la vie, l'inflation que Trump promet d'arrêter. En tout cas, il promet de mettre fin à cette inflation une fois élu. Est-ce qu'il est possible de tenir cette promesse aujourd'hui aux électeurs américains? Oui, mais il va recourir au déficit public. Il va augmenter le déficit public. Il y a une projection d'un travail très intéressant qu'avec le programme de Trump, le déficit public va augmenter avec un chiffre énorme d'ici 2035 de 7 500 milliards de dollars. Et avec Kamala Harris, il y a aussi une augmentation du déficit public sur les 10 ans de 3 500 milliards de dollars de plus des 1 800 qui existent. Seulement,
pour Trump, c'est-à-dire les moyens qu'il va essayer d'utiliser, c'est l'État qui va investir et bien sûr augmenter les tarifs douaniers pour essayer d'encourager l'investissement américain. Pour Kamala Harris, il recourt à autre chose, c'est l'augmentation des impôts, mais surtout sur les grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui ont les hauts revenus. Et ce sont des chiffres intéressants. Mais d'un autre côté, il y a certains analystes qui vous diront si les entreprises qui ont un haut revenu vont subir une augmentation de l'impôt de 21% à 28%, il y aura peut-être une diminution de l'offre de l'emploi. Donc, mais en contrepartie, l'État va encore subventionner peut-être les petites et les moyennes entreprises. Mais entre nous, il n'y a pas de chiffres exacts dans leur projet. Il y a des projections. C'est-à-dire pour Kamala Harris, c'est la taxation des hauts revenus, enfin des hauts revenus aussi des entreprises à hauts revenus. La hausse des dépenses publiques également, la hausse des dépenses publiques qu'elle prévoit. Oui, la hausse bien sûr, pour pouvoir pallier au déficit et pour pouvoir suivre son projet, parce que pour elle, il y a la santé, il y a l'éducation, et elle met beaucoup c'est-à-dire dans son programme sur ces deux domaines, c'est-à-dire la santé et l'éducation et le logement aussi. Donc il y aura une augmentation du déficit public, mais les États-Unis, comme j'ai dit au début, est-ce qu'elle a les moyens de la soutenabilité de la dette publique? Moi, je peux dire oui, parce que c'est un État qui est puissant et surtout c'est un État qui qui possède la devise internationale, le dollar. C'est-à-dire, c'est ce qui permet la force des États-Unis, c'est-à-dire la Banque fédérale et le fait de posséder la devise internationale qui est le dollar permet à l'État, je dirais, cette manière de pouvoir augmenter la dette publique parce qu'il peut toujours contrôler. C'est-à-dire quand elle importe ou quand il exporte, c'est avec le dollar que les transactions se font, et le fait qu'elle maîtrise le dollar, c'est sa monnaie. C'est pas comme un autre pays quand le dollar augmente. L'hégémonie du dollar qui peut donc permettre aujourd'hui d'augmenter le déficit public qui, dans tous les cas, augmentera quelle que soit la politique économique utilisée par l'un ou l'autre des candidats. Rapidement, très rapidement, pour conclure, en parlant du dollar, puisque vous en parlez, il y a Donald Trump qui parle de cette mesure, celle d'essayer d'affaiblir le dollar pour booster les exportations. Qu'en pensez-vous très rapidement? Oui, c'est un moyen, c'est-à-dire pour essayer encore, les Américains maîtrisent le dollar, ils peuvent diminuer donc la valeur du dollar et pour plus exporter et conquérir d'autres marchés. J'ai dit au début que la Chine est le premier partenaire commercial des États-Unis. C'est une population de 1,4 milliard de personnes. Le marché européen, il est très important. Certainement, avec la baisse de la valeur du dollar, l'exportation va encore augmenter et ça va peut-être permettre à l'Amérique de garder son statut de première puissance économique mondiale et surtout une croissance toujours soutenue. Merci pour cet éclairage, Monsieur Ali El-Harachi. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales de Mondiapolis. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, tout le plaisir est pour moi. Fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.